Les réseaux sociaux sont dans le viseur en ce moment et pourtant, ils permettent à des oppositions citoyennes de s'exprimer, comme c'est le cas en Russie et en Biélorussie. Cette semaine, hashtag met le cap à l'Est. Russie, Biélorussie, ces deux pays expérimentent via les réseaux sociaux de nouvelles façons de contester le pouvoir. On reviendra en détail sur la Russie où on a découvert depuis la guérison d'Alexeï Navalny toute une opposition sur le Facebook russe Skontact. Je parle et je prononce sous le contrôle de Clémentine Fauconnier, politologue spécialiste de la Russie. Bonjour. Bonjour. Une Russie qui regarde aujourd'hui du côté de la Biélorussie, son voisin, et ce depuis le 9 août, date de la victoire électorale contestée d'Alexandre Loukachenko. Alexeï Navalny, l'opposant russe, partage ce jour-là les premières images des manifestants à Minsk. Ces vidéos ont été mises en ligne par Tutbaï, média biélorusse indépendant qui relaie depuis des semaines les manifestations, tout comme la web télé contestataire Nesta, diffusée sur Telegram, un réseau social bien connu pour contester les blocages. Créée par un blogueur biélorusse implanté en Pologne, elle diffuse depuis le début du mouvement des images suivies par 2 millions de personnes, comme celle de ce policier sans uniforme. Здравствуйте. Меня зовут Сергей. Я проходил службу в органах внутренних дел войсковой части 3214 и также в отделе участковым. Но мне очень стыдно и обидно, что сейчас делает наша милиция с нашим народом. И поэтому, Женя, рви ее, выбрось. Влад, иди сюда. Рви, бросай. Des images bon enfant, mais symboliquement très fortes. Alors, qu'est-il advenu de Sergueï? Où était-il au moment du tournage de ces images? Et quel impact ont-elles eu? Andrei Vaitovitch, bonjour. Vous êtes avec nous depuis Vilnius, où vous suivez les événements en Biélorussie. Est-ce que vous pouvez répondre à ces 3 questions pour entrer dans le vif du sujet? Oui, bonjour. Il y a 2 possibilités pour répondre à votre question où il peut se trouver aujourd'hui. Soit il a été arrêté, soit il est parti. Et c'est d'ailleurs le destin de ceux qui ont dû démissionner, qui ont démissionné. Ils sont partis tout simplement parce qu'ils savaient qu'en tant que force de l'ordre, ils ne peuvent pas rester au pays, ils seront sans doute arrêtés. C'est vrai que les réseaux sociaux sont les outils, les sources d'informations importantes, principales, je dirais, parce que vous savez, il y a pas de télévision indépendante au Bélarus, il y a quelques sites indépendants, mais on vit quand même le blocage Internet de temps en temps. Donc les réseaux sociaux sont la première source d'information et les Biélorusses sont très connectés. Toutes les générations, y compris de celles des anciennes générations qui ont connu l'URSS, utilisent les réseaux sociaux. Il y a Telegram principalement. Via Telegram, oui, voilà, ce média qui permet de contourner les blocages. Et donc, ça veut dire que là, malgré effectivement les coupures Internet qu'il y a pu avoir, et ben, tout a circulé. Un petit commentaire juste rapidement sur ce qui se passe là sur les réseaux sociaux et vu de Russie notamment. Oui, bah, ça a un rôle très important. Et puis, on voit, comme vous l'avez montré, qu'Alexeï Navalny a partagé immédiatement donc, ce qui se passait en Biélorussie, en Russie, pour créer un parallèle d'emblée entre la protestation en Biélorussie, en Russie, et puis donner une visibilité internationale finalement à ce qui est en train de se passer, puisque Alexeï Navalny est quand même très suivi, donc il a un impact aussi très important, très fort, un petit peu partout. Voilà. Et on y reviendra. Alors, il y a une spécificité en Biélorussie, enfin on l'a découverte, enfin pour ma part je l'ai découverte à l'occasion de ce mouvement, c'est qu'il y a une sorte de Silicon Valley biélorusse avec de nombreuses entreprises Internet comme Pandadoc, un éditeur de logiciels américain à Minsk, dont 4 salariés sont arrêtés le 4 septembre, c'est facile à retenir, suite à une manifestation. Leur visage circule alors sur les réseaux sociaux associés au hashtag Save Pandadoc. Alors Save Pandadoc, ça veut dire sauver ces 4-là, mais ça veut dire aussi sauver l'Internet en Biélorussie, comme on le voit dans ce tweet. Ça y est, il n'y a presque plus aucun informaticien en Biélorussie et d'ici l'hiver, il n'y en aura plus aucun. Hashtag Save Pandadoc. Alors ces craintes sont-elles justifiées? C'est déjà le cas, et les pays baltes ont déjà commencé d'accueillir
les informaticiens qui soit ont été arrêtés, soit les entreprises qui ont décidé de quitter le pays, parce que vous savez, dans un pays où Internet est bloqué, il est impossible d'être informaticien. Et du coup, ça veut dire que les réseaux sociaux peuvent continuer à fonctionner sans eux en Biélorussie. C'est ça qu'on a du mal à comprendre, en fait. Alors, les réseaux sociaux fonctionnent parce que je pense que dans n'importe quel pays, sauf peut-être dans la Corée du Nord, il est plus possible de bloquer Internet H24. On a vécu des journées, mais bon, on vit toujours le week-end, mais c'est très ponctuel. Impossible de bloquer les chaînes Telegram. Ce qui est possible, ce qui se passe au Bélarus aujourd'hui, c'est qu'on peut arrêter les administrateurs de ces Telegram, de ces chaînes Telegram, qui sont physiquement sur place. Et comme on l'a vu, effectivement, beaucoup de choses sont aussi aujourd'hui postées depuis la Pologne. Alors, contrairement à ce qu'on verra en Russie, l'opposition biélorusse n'est pas symbolisée par une figure de proue. D'ailleurs, l'opposante dont vous avez parlé, Svetlana Tsikhanouskaya, qui s'est présentée contre Loukachenko lors du scrutin contesté, eh bien, elle n'a commencé à tweeter depuis son lieu d'exil qu'en octobre, et encore en relayant des images de manifestations. En revanche, des figures ont émergé sur le pavé, parmi elles une basketteuse connue, emprisonnée 15 jours et que voici à sa libération avec sa maman. Сейчас немножко, наверное, тяжело вообще переводить, потому что, может быть, вы слышали в суде о том, что я говорила, какие были, как проходили, да, в каких условиях было содержание. Вот это, конечно, для меня был шок, и не знаю, наверное, надо будет это как-то еще переварить. Mais la star incontestée du mouvement, eh bien, c'est ce petit bout de femme de 73 ans, une babouchka qui n'en est pas à sa première manifestation et qu'on voit ici dans des images amateurs diffusées par Nesta, la chaîne vue sur Telegram. Et elle lui donne même un coup de pied, une image virale, au point que Nina, c'est son prénom, est devenu un symbole, le symbole, l'icône des manifestations. Alors on la voit ici en affiche en tête d'une manifestation, ou alors, là j'aime beaucoup, c'est ultra créatif, en nail art, posté sur Instagram par une manifestante, au-delà du petit clin d'œil. C'est vrai que c'est intéressant parce qu'on a l'impression qu'en Biélorussie, ce sont les femmes qui sont en pointe, c'est elles qu'on voit, et ce sont des citoyennes, pas des politiciennes qui se sont révélées sur les réseaux sociaux lors des manifestations. Ça dit quoi du mouvement et du pays ? Alors il y a tout, bien sûr, il y a Tsikhanouskaya qui est très présente sur les réseaux sociaux, et il y a d'autres femmes, les sportives, etc. Il y a Nina Baginskaya, et d'ailleurs elle a créé un compte Instagram, vous voyez, depuis peu, donc certes c'est pas elle, c'est de 73 ans, voilà. Exactement, voilà, donc je pense que elle a compris que si les gens partagent ces images que vous diffusez à l'instant, donc pourquoi pas n'aller plus loin et de créer un compte pour être plus suivi. C'est vrai que les femmes biélorusses sont aujourd'hui en première ligne. On a vu ça après le scrutin, parce que d'abord c'était les hommes qui ont été arrêtés, et la réponse de ces femmes était très claire. Si son enfant, son mari, son père sont arrêtés, ils seront dans la rue. Et c'est le cas. On a vu les marches de femmes qui se passent chaque samedi. Donc ça continue. C'est vrai que les femmes biélorusses ont fait preuve d'un courage et continuent de le faire. Et donc elles sont effectivement moins prises à partie par la police, donc ce sont elles qui relaient, et donc on voit effectivement tous ces comptes. Merci beaucoup Andrei Vaitovitch, tous ces comptes effectivement qui émergent. C'est intéressant parce que ça, pour le coup, on l'avait pas vu en Russie. Est-ce que ça donne des idées ? Alors ça peut en donner, mais il y a aussi parmi la jeune génération, un peu dans la nébuleuse Navalny, et puis plus généralement parmi l'opposition libérale-démocrate, beaucoup de jeunes femmes qui ont à peine la trentaine et qui aussi gagnent considérablement en autorité, en visibilité. Donc cette féminisation, elle est aussi présente. Voilà. Et puis effectivement, une opposition comme ça incarnée par des dizaines et des dizaines de visages, évidemment, c'est forcément plus difficile à réprimer pour le pouvoir. Voilà, notamment quand c'est des visages féminins de tous âges et qui se revendiquent vraiment pacifistes. Voilà, c'est évidemment... Aller taper sur des femmes dans des manifs, c'est peut-être plus compliqué. Alors il y a les femmes contestataires en Biélorussie, puis en Russie, il y a l'homme, l'opposant star, on l'a évoqué, Alexei Navalny, qui lui aussi s'exprime beaucoup
beaucoup via les réseaux sociaux. Quelques jours après le partage là, qu'on a vu au début de l'émission des manifs biélorusses, eh bien, on apprend via un tweet de son attaché de presse qu'il a été empoisonné. Soigné en Allemagne, il annonce son rétablissement depuis son lit d'hôpital sur Instagram. Une photo où on le voit avec sa femme, ses enfants et ce commentaire: vous me manquez, je peux encore très peu faire de choses seule, mais hier j'ai pu respirer sans aucune aide extérieure. Ça m'a beaucoup plu. Un processus étonnant, sous-estimé par beaucoup, je recommande. Alors, étonnant de respirer seul, étonnant aussi de faire de l'humour comme ça sur Instagram après avoir frôlé la mort. Alors, quelques semaines plus tard, il dira que c'est Poutine qui a commandité son empoisonnement, mais là, c'est assez incroyable cette façon de communiquer. Oui, et c'est un trait très caractéristique de Navalny. Là, pour le coup, il est vraiment dans le prolongement, puisque c'est pas la première fois qu'il est agressé. Et donc, du coup, il met beaucoup en scène à la fois son courage et sa capacité à surmonter toutes les formes d'agression physique. Et donc, en utilisant pour ça un registre beaucoup plus viriliste que celui qu'on a évoqué à l'instant, par exemple, sur les mobilisations féminines pacifiques qu'on voit en Biélorussie. Oui, voilà, ça, lui, c'est même pas mal le warrior. Le warrior, quoi qu'il arrive, en plus, je fais de l'humour, quoi. C'est James Bond, je fais la blague en faisant la cascade, c'est ça. Voilà, c'est exactement ça. Alors, du coup, la dimension féminine, elle est réintroduite par son épouse, qui est très présente aussi médiatiquement. Donc là, on la voit avec ses enfants, mais qui est aussi... Et la fille au premier plan, la jeune fille. Voilà, et qui devient aussi, en quelque sorte, son porte-parole dès qu'il est arrêté ou dès qu'il lui arrive quelque chose type agression. Sa femme vient compléter finalement ce registre aussi très viril, avec une répartition vraiment des rôles entre les deux. Et puis avec aussi la famille, parce qu'on la voit là, quand ça va mal, mais la famille, eh bien on la voit aussi quand ça va mieux. La voilà pour le réveillon en mode festif, un réveillon de 2019, voilà, la femme, les enfants. Une photo qui fait le pendant à celle de l'hôpital, mais en version festive. On le voit aussi beaucoup avec son fils, ici en 2017 dans un restaurant asiatique, ou dans une mise en scène où son fils joue avec le symbole de l'Amérique, une mise en scène qui explique peut-être la notoriété mondiale d'Alexeï Navalny. Véronique Reissoult nous expliquera, mais d'abord le symbole. Давай, зрители. Быстро одно с другой. Вообще, что? Ничего не происходит. Да. Подписывайтесь и ставьте лайки. Voilà, une pastille à l'amande dans le coca, une gaminerie qui pourrait se passer n'importe où dans le monde, comme le restaurant asiatique. Alors Véronique, vous nous expliquerez l'impact de tout ça, mais d'abord, une petite réaction. C'est fait exprès de jouer sur ces symboles? Alors sur le côté américain, c'est presque une provocation, vu que toute opposition en Russie est forcément vue comme une ingérence occidentale américaine dans la vie politique russe. Là, c'est complètement revendiqué, parce qu'on joue quand même avec le coca, le sweatshirt d'une université américaine. C'est vrai, j'avais même pas pointé. Ouais. Voilà, donc tout est surjoué dans un décor qui, alors pour le coup, pour les Russes, je dirais, ressemble quand même à celui d'une datcha, donc d'une maison de campagne typique russe. Et puis ce qui est intéressant, c'est aussi de voir à quel point donc Navalny met en avant sa famille. Comme vous l'avez dit, sur son Instagram, il y a autant de manifestations que de photos avec les enfants et la famille. Et ça, c'est une rupture décisive avec Vladimir Poutine. En termes de leadership, Vladimir Poutine, il est divorcé depuis 2013, on ne sait rien de sa vie personnelle. Ses filles, on ne sait pas vraiment à quoi elles ressemblent, on les a très 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 peu vues. Voilà, et donc du coup, à l'inverse, il y a aussi un petit peu une stratégie à l'américaine, je dirais à la Kennedy un petit peu, qui est de montrer une belle famille avec des enfants jeunes, une belle épouse, etc. Oui, c'est la stratégie de transparence, on va dire, à l'américaine, qui renvoie Poutine au côté opaque de l'ex-URSS et qui en même temps joue clairement la carte qu'on connaît tous, de la communication, on va dire, people. Alors Véronique, comment s'est perçu tout ça dans le monde? Puisqu'effectivement, Navalny, maintenant, il est, alors en plus depuis son empoisonnement, effectivement, il est devenu l'opposant, la figure de l'opposant à Poutine mondialement connu. Pour vous rendre compte de l'idée de la célébrité de M. Navalny, bien dites-vous que sur un an, vous avez plus de 4,9 millions de messages et encore, on ne compte pas les messages sur WhatsApp ou sur Telegram, donc ça vous donne une idée de la célébrité. Alors évidemment, on parle plus de M. Navalny en Russie que dans le reste du monde, mais on parle de lui partout dans le monde. Partout dans le monde. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir, vous allez nous expliquer, nous montrer qu'il n'a pas la même image en Russie et ailleurs dans le monde. Il y a quand même en Russie une vraie différence par rapport à d'autres pays, qui est effectivement le rôle de l'homme et de la femme sont très typés, sont très caractérisés, et donc l'homme qui incarne toujours la virilité, le pouvoir, le sérieux, quand il y a sa femme à côté, elle est là en soutien. Et donc est-ce que ça marche auprès des Russes? Oui et non. Là, c'est les émojis en Russie. Alors expliquez-nous, là, tout ça veut dire quoi? En fait,
en gros, il n'est pas toujours pris au sérieux. Ah, c'est les rires. Voilà, c'est universel, ce symbole partout dans le monde, on l'utilise de la même façon. C'est un clown, il en fait beaucoup, mais on ne le prend pas forcément au sérieux comme opposant. On a aussi beaucoup de colère. Colère contre lui ou contre l'empoisonnement? En fait, un peu des deux, mais globalement, quand on regarde derrière tous ces émojis qui sont très variés, on voit que finalement, Navalny, en Russie, en tout cas sur ses réseaux sociaux, est assez controversé. C'est-à-dire que souvent, on parle de son passé, on dit qu'il n'est pas si simple que ça. Oui, il a une belle image, mais que quand même, par moments, il a des méthodes curieuses, qu'avec son frère, il a une façon de travailler qui est très particulière. Donc en fait, nous, on a une vision, on va y venir, complètement différente, mais eux, localement, il y a du vécu. Et donc, oui, sa part d'ombre est souvent mise en avant. Elle est très souvent mise en avant, donc oui, il y a des belles histoires. Et alors, avant que vous réagissiez à la version, on va dire, peut-être Walt Disney, alors à l'occidental. C'est-à-dire que nous, on voit que des choses très jolies sur M. Navalny, on ne connaît pas toute l'histoire, et donc évidemment, sa mise en scène, sur nous, elle fonctionne bien, je dis sur nous, partout en Occident. Il a quand même failli mourir empoisonné, c'est sûr. Et en France, c'est ça qu'on a retenu, on s'est dit, mais en fait, cet homme, vous voyez, le personnage qui a l'air d'être un peu malade. C'est l'empoisonnement. Voilà. C'est l'empoisonnement, la petite fiole aussi. En fait, on a surtout le parlé rouge, c'est important. J'hésitais l'autre fois, j'avais oublié. Voilà, le point rouge, le point rouge, très important. C'est très important. Il se passe quelque chose d'important. Cet homme a été empoisonné. C'est terrible. C'est ça que les gens retiennent à l'étranger. C'est l'opposant de Poutine. Poutine n'est pas toujours très populaire, on va dire, à l'étranger. En tout cas, donc les gens qui n'aiment pas Poutine ou qui de fait adorent Navalny. Alors c'est intéressant parce que en Occident, super. En Russie, quand même, c'est beaucoup plus contrasté. Sa communication, elle vise à corriger tout ça, ou alors il a cette image malgré cette communication. Enfin, si vous pouvez nous expliquer un peu. C'est un petit peu les deux. Alors la communication dont on a parlé, elle vise quand même à adoucir son image, mais c'est certain, et comme ça a été dit, et ça c'est vrai que c'est très important, c'est un personnage qui est sulfureux. Alors vraiment, évidemment, le pouvoir en joue, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui depuis toujours, en fait, a vraiment des convictions non seulement démocrates, mais aussi très fortement nationalistes. Et donc il y a quand même des citations assez violentes, en tout cas que nous on qualifierait vraiment de droite ou de très à droite. Voilà, le nationalisme russe, c'est ça. Un peu inacceptable pour nous. Hein. On a assez nourri le Caucase comme ça. Le problème de la Russie, c'est pas l'Ukraine, c'est l'immigration. Enfin voilà, donc des sorties du coup assez chocs qui sont pas le registre habituel de l'opposition libérale-démocrate et qui fait, alors c'est assez intelligent d'un point de vue strictement stratégique puisque les deux grands pans d'opposition à Poutine, c'est à la fois les libéraux-démocrates dont on parle beaucoup chez nous en Occident, mais aussi il y a toute une frange nationaliste qui est très anti-Poutine et qui régulièrement manifeste contre Poutine. Donc je dirais mathématiquement, c'est assez intelligent de vouloir faire se réunir. Fédérer les deux oppositions. Voilà. Mais évidemment, c'est pas sans danger. Et d'ailleurs, le pouvoir russe ne se gêne pas pour vraiment. Alors je voyais un smiley avec un vampire, je sais pas. En fait, c'était assez intéressant. Voilà, à le représenter, c'est-à-dire à le caricaturer, grand, baraqué, un peu blafard, ressemblant à un vampire. Le vampire, c'est ça. Pour illustrer le côté un petit peu effrayant du personnage. Et puis il y a autre chose. Il y a quand même des sondages qui sont assez sérieux faits par le centre Levada, par exemple, en Russie. Et quand on demande la cote de confiance, par exemple, pour Navalny, c'est 4%. Voilà. Et donc, du coup, c'est un personnage qui est très clivant, qui a un réel pouvoir de nuisance, mais qui, pour l'instant, a un poids électoral extrêmement faible. Très faible, qui essaye de faire cette synthèse. Visiblement, c'est pas encore évident. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Navalny se démarque de Poutine, on l'a vu, mais il lui fait aussi des clins d'œil, et parfois des clins d'œil ultra virils. On se souvient, enfin du moins je me souviens, des images de Poutine torse nu, le voilà en 2007 à la pêche ou en 2009 à cheval, toujours torse nu. Eh bien si vous aviez aimé Poutine, vous adorerez Navalny faisant du ski nautique ou du moins du surf nautique. Il a, lui, son gilet de sauvetage, mais quand même ultra sportif, et puis en version plus habillée, ce jogging dans la neige en 2019. Alors, il fait du Poutine, là, aussi ? À mon sens, oui, je ne pense pas forcément qu'il se force à le faire, mais de fait, il chasse sur le territoire de Poutine, en tout cas le territoire symbolique, puisque Poutine, quand il est arrivé en 99, il se distinguait de tous les autres hommes politiques répertoriés, qui étaient soit des hommes vieillissants avec de l'embonpoint, pas très sportifs, et qui représentaient vraiment l'image qu'on pouvait avoir d'une Union soviétique. Du vieux dignitaire. Soit vraiment l'opposition intellectuelle aussi assez désincarnée, assez polissée, très urbaine. Et Poutine a vraiment beaucoup capitalisé là-dessus pour son leadership. Et donc, on peut vraiment y lire une sorte de concurrence entre
je dirais, un jeune mâle plein d'énergie face à Vladimir Poutine. Voilà. C'est pas, voilà, on parlait de l'opposition féminine biélorusse, et là, les réseaux sociaux, ça sert à ancrer cette virilité. Oui, Véronique, vous voulez faire une remarque ? C'est très spécifique à la Russie quand même. Un homme doit être viril, doit être sportif. Alors oui, Poutine a ouvert la voie avec des images plus modernes et on ne se rend pas forcément compte de l'importance de ces images. Pour eux, c'est très important. Alors, merci beaucoup, Véronique. On va finir l'émission avec Perrine Poupin qui va nous expliquer que, contrairement à on se croira, il y a pas mal d'opposants sur Vkontakte en Russie. Et vous allez voir, c'est assez incroyable. Perrine Poupin, bonjour. Vous vous intéressez à un mouvement qui émerge, celui d'une contestation anonyme et citoyenne, symbolisée par un mot, chies, nom d'un projet de décharge du gouvernement contre lequel les habitants se mobilisent depuis 2018. Alors, pour soutenir leur mouvement, ils ont créé cette page bleue. Ça ressemble à Facebook, mais c'est la page Vkontakte, le fameux réseau social russe sur lequel on peut voir le blocage d'une route en 2018, l'occupation d'une place publique en 2019 avec une tente, on se croirait presque place de la République, ou alors un campement sur le site de la future décharge en août 2020. Alors là, on se croirait presque à Notre-Dame-des-Landes. Et surprise, ce campement est toujours là en novembre. Alors en vrai, et puis toujours sur Vkontakte, puisqu'ils n'ont été ni délogés, ni censurés, puis ils ont même gagné, puisque le projet de décharge a été interrompu. Alors vu d'ici, c'est vrai que c'est assez incroyable, ces images comme ça, citoyennes, diffusées, qui restent sur les réseaux sociaux. Expliquez-nous, vous qui faites justement des recherches sur ces mouvements. Il faut dire que derrière toutes les images qu'il y a sur Navalny, il y a une forêt, on pourrait dire, des réseaux sociaux russes. Et du coup, en fait, on voit en fait les thèmes les plus abordés en Russie sont pas forcément Navalny, que ce soit sur Vkontakte, mais des mouvements locaux ou régionaux comme cette lutte autour de ce projet de décharge, qui s'inscrit en fait dans un mouvement qu'on appelle la révolte des déchets en Russie, qui a cours depuis 2017, où il y a vraiment des gros problèmes en fait de gestion de traitement des déchets et énormément d'initiatives locales avec beaucoup de femmes. Donc les femmes ont droit aussi au chapitre. Et on peut dire qu'il y a une sorte de séparation entre une Russie plus culturelle, plus intellectuelle, qui serait sur Twitter, Facebook, et plutôt la Russie, on peut dire ordinaire, habituelle, qui est plutôt sur Vkontakte et qui parle pas forcément des mêmes choses que nous, quoi. Et en Occident, sur la Russie. Mais alors c'est incroyable parce qu'effectivement cette Russie donc se mobilise, et c'est assez incroyable ces images parce qu'elles sont tout à fait, on a l'impression exactement dans le même genre de mobilisation qu'on pourrait avoir ailleurs sur ce sujet des déchets, comme vous dites, effectivement, qui est stratégique, et puis sur des questions environnementales. Et ça, du coup, c'est possible, le pouvoir laisse faire, il n'y a pas de problème. Il y a eu beaucoup de manifestations ces dernières années autour de questions environnementales. En fait, il faut sortir de l'idée qu'il y a une sorte d'encéphalogramme plat en Russie politique et que de temps en temps, il y a un Navalny ou un Poutine qui sort. En fait, et la Russie et les réseaux sociaux russes sont très actifs. Et donc, la répression, en fait, elle existe, mais en même temps, comme le pays est énorme et que les thèmes de protestation sont aussi diverses. Imaginez en fait justement une ZAD, on peut dire, un camp à Chies au milieu d'une forêt avec des habitants locaux qui connaissent personnellement la police locale. En fait, le pouvoir aussi... Il n'y a pas beaucoup de pouvoir pour arrêter ça, quoi. Voilà, il y a des enjeux locaux, des acteurs locaux, et ça c'est très loin de Moscou, quoi. Et puis il y a un rapport de force aussi où vous pouvez pas non plus tout écraser comme forme de contestation, parce que vous ne savez pas s'il y a des gens derrière qui sont un peu plus énervés et qui seraient capables de prendre les armes en fait et pas de rester carrément à un niveau. Carrément. En fait, on ne sait jamais. Ouais. C'est intéressant parce que du coup, ça relativise le côté, on va dire, ultra original de Navalny, parce qu'on voit qu'il est finalement... Alors, évidemment, il est beaucoup plus médiatisé en Occident, mais voilà que cette pratique des réseaux sociaux, elle est très, très répandue en Russie, quoi. Il communique sur ce média qui est très, très utilisé aussi pour contester le pouvoir. Il y a une vraie vivacité de la population russe, mais qui est très invisibilisée par le pouvoir, qui toujours se justifie au nom d'une forme d'unanimisme, d'indifférence, d'apathie, et ce qui est de moins en moins... Ce qui
qui est de plus en plus difficile à cacher finalement, en fait, ce qui est de plus en plus difficile à dissimuler finalement par le pouvoir, grâce aux réseaux sociaux. Ouais. Grâce aux réseaux sociaux, voilà toutes ces contestations qui en plus, et ça Perrine Poupin, vous le signaliez, notamment parmi les groupes contact, comme les groupes Facebook qu'on voyait autour de ce projet de Chies, et ben vous nous avez justement envoyé des images où on voit que les gens protestent aussi notamment contre le gouvernement, contre Poutine, notamment depuis la crise du Covid, qui a été très mal gérée, puisque Poutine a fait l'autruche, puis après il a prétendu qu'il y avait un vaccin, et là du coup ça donne lieu à des railleries, avec, j'aime beaucoup moi, ce Poutine torse nu qui se prélasse en pédalo, alors qu'on voit en dessous le blackout total sur les chiffres en Russie, et puis à côté on donne là sur ce site des chiffres non officiels sur le nombre de morts du Covid, et puis il y a aussi cette image qui a circulé, que vous nous avez envoyée, de soignants qui là par exemple déposent des malades devant le bâtiment de l'administration faute de place, et là on voit pour le coup que ça devient très politique, Perrine Poupin, là avec le Covid. Effectivement, en fait, on peut voir le Covid comme un peu un moment de vérité pour les réponses étatiques et aussi la réponse de la société civile. La société civile russe qui est habituée en fait à vivre dans la débrouille sur plein de sujets, et face justement à l'épidémie de Covid, il s'agissait à la fois de s'informer, à la fois de faire de répertorier les morts, et aussi en fait s'organiser dans l'entraide, c'est-à-dire de distribuer des repas, des masques. Et on a vu en fait par exemple ce mouvement que je suis à Chies se réorienter, se réorganiser pour assurer tous ces aspects qui sont pas gérés par l'État ou pas forcément par des associations. Carrément à l'État en s'organisant via les réseaux sociaux. C'est aussi ça au départ, avant même la contestation politique. Merci beaucoup de nous avoir comme ça ouvert les yeux sur ces milliers de pages de contact. Et puis moi je travaillerai mon accent en russe. Merci à tous. Merci à Marie Lebon, Quentin Poirier qui m'ont aidé à préparer cette émission. Véronique revient pour parler russe. Dans toutes les messageries qui sont utilisées aujourd'hui, vous avez ceux qui sont Telegram, vous avez ceux qui sont Signal, vous avez une réalité d'une peinture politique. Telegram est aussi utilisé en Russie, effectivement, c'est parce que c'est le média crypté sur lequel... Il n'avait pas cédé, parce que Signal, il a été question à un moment donné, on pensait qu'il partageait les informations, alors que Telegram, non.